à tous, bienvenue dans ce nouveau débat électoral. Ce soir, nous nous intéressons à la commune d'Uccle. Uccle, comme vous allez le voir sur cette carte d'identité, compte un peu plus de 86 800 habitants. Son bourgmestre, c'est Boris Diliès, depuis un peu plus de 7 ans. Dans la majorité, on retrouve Écolo et les engagés avec l'EMR, évidemment. Même si l'échevin engagé a rejoint aujourd'hui la liste du bourgmestre pour ce scrutin et se présente comme indépendant. Dans l'opposition, il y a Défi, Uccle en avant et le Parti socialiste. 5 invités avec nous ce soir. Je vais vous les présenter tout de suite en commençant par vous, Boris Diliès. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc à la tête de la liste du bourgmestre et sur votre liste, il y a l'EMR, Défi, l'Open VLD et des indépendants. À vos côtés, il y a Alexandre Méus. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes deuxième sur la liste Les Engagés. La tête de liste, Elisabeth de Grise, étant retenue par ses fonctions ministérielles. Il y a également sur ce plateau Thibaut Wengart, bonsoir. Vous êtes tête de liste Écolo Groen. Marc Coles, bonsoir. Vous êtes à la tête de la liste Uccle en avant. Et enfin Bernard Hayette, bonsoir. Vous êtes tête de liste PS. Bonsoir, monsieur. Alors, comme d'habitude, c'est un tirage au sort qui a déterminé la première prise de parole. Je vais demander à nos candidats une réponse en 30 secondes. Et c'est vous, Bernard Hayette, qui avez tiré le numéro 1. Ma question est simple, en fait. Pourquoi la commune d'Uccle sera mieux gérée si vous êtes de la prochaine majorité ? Merci, monsieur Peuzès. Avant toute chose, je voudrais vous remercier pour avoir invité tous les partis démocratiques, contrairement à l'RTB qui, ce matin, n'a pas invité les partis d'opposition, dont acte. Alors, si j'ai été choisi par la section, par mon expérience, c'est pour permettre la transition avec une équipe renouvelée et dynamique. Si je suis aux responsabilités, je défendais la justice sociale dans une commune qui a la réputation d'être une commune de gens riches. Je soutiens les jeunes parents en étendant la gratuité scolaire. Je rêve d'une commune où les Ucloises et les Ucloises seront protégés grâce à plus de policiers et d'acteurs de prévention dans les rues. Attention. Enfin, je m'engage contre les discriminations, contre le racisme et contre l'antisémitisme, une commune qui accueille la diversité. Allez, vous avez dépassé un petit peu votre temps de parole, mais tous les temps de parole sont comptabilisés afin de répartir le plus équitablement les temps de parole. Alexandre Méus, vous-même, pourquoi est-ce que la commune d'Uccle sera mieux gérée si les engagés font partie de la majorité ? Alors la commune d'Uccle sera mieux gérée pour 2 raisons. Tout d'abord, parce que les engagés sont un mouvement citoyen participatif. Donc notre objectif, c'est de concerter, informer et puis rendre des comptes aux citoyens. Et donc pour ce faire, on veut travailler avec les citoyens d'horizons et d'origines variées. Et pour ce faire, il faut aller vers le bien-être, vers ce qu'on appelle le vivre ensemble, ce qui fait société. Et donc nous, on veut que dans notre politique de mobilité, notre politique d'urbanisme, notre politique de logement, notre politique de sécurité, on passe toujours par le biais du bien-être. Alors Marc Coles, à vous. Pourquoi la commune sera mieux gérée si vous faites partie de la majorité ? Eh bien, parce que nous pourrons peser sur un certain nombre de politiques, et notamment rompre avec la politique de mobilité qui a manqué d'équilibre ces dernières années, avoir une participation citoyenne qui ne soit pas une pseudo-participation, et d'autre part, on agira sans doute plus aussi pour favoriser l'installation des jeunes ménages à Uccle, arrêter de supprimer du stationnement qui pénalise nos commerces, et également agir beaucoup plus, je dirais, pour la sécurité, parce que pour nous, la priorité, ce n'est pas un nouveau commissariat, mais c'est engager plus de policiers. Thibaut Wengart, à vous. Tout d'abord, je pense que la commune d'Uccle, elle a été bien gérée au cours des 6 dernières années, donc on a envie de continuer à bien la gérer. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place et il faut pouvoir maintenant les amplifier. Il y a l'urgence climatique à laquelle on fait face. Ça nécessite de prendre des mesures de préservation de nos espaces verts, de lutter efficacement contre les inondations. Il faut renforcer encore cela dans les années à venir. Il faut préserver le Cayenne-Bem, Tavel, le Bois de Calvoul, tous ces espaces-là. Et puis il faut une attention pour tous les quartiers, c'est fondamental. Et ce serait évidemment au cœur des politiques que l'on mènera au cours des 6 prochaines années si on est en majorité. Et enfin avec vous, Boris Diliès, même question. Votre réponse ? Uccle est une qualité de vie à la qualité exceptionnelle. Pour autant, tout n'est évidemment pas parfait. Et si on veut conserver cette qualité, on doit à la fois faire preuve de rigueur, mais on doit aussi porter des projets. Et puis, nous sommes forts aussi d'un bilan qui est, à mon avis, la meilleure crédibilité, qu'il s'agisse de la non-augmentation des impôts, de l'augmentation de la sécurité ou encore de la modernisation de toute l'administration communale. Et donc, on doit encore porter de nouveaux projets et garantir cette qualité de vie. Très bien, ben voilà pour cette première prise de parole.
On vient maintenant à la situation politique. Une question pour vous, Thibaut Weingart. Le MR a donc fait liste commune avec Défi. Il y a 10 places sur la liste. Ce qu'on a entendu pendant la législature, c'est on s'est bien entendu entre le MR et Écolo. Là, vous défendez votre bilan. Alors, comment expliquez-vous cette alliance préélectorale entre le MR et Défi? Est-ce que c'est pas finalement un coup de poignard dans le dos pour vous? Un coup de poignard, c'est une surprise parce qu'on sait que Défi a siégé dans l'opposition durant 5-6 ans et que les débats ont parfois été tendus, ils ont parfois été durs avec la majorité en place, parfois très durs avec les libéraux d'ailleurs. Ceci dit, ça ne remet pas en question le fait que la majorité sortante, elle a bien travaillé dans le respect, dans le dialogue, mais avec nos sensibilités, évidemment, avec nos sensibilités respectives et qui ont pu, sur un certain nombre de dossiers, apparaître assez clairement. Alors, Alexandre Meilhus, comment vous vivez ça, vous? Parce que finalement, les engagés, ça semble être le partenaire naturel du MR. Or là, vous vous présentez séparément. Il y a eu, chez nous, l'interne, il y a eu des discussions. On a envisagé la possibilité d'éventuellement aller sur la liste du bourgmestre, mais la majorité des candidats et des membres des engagés à Uccle ont souhaité une liste, disons, pure ou solo pour défendre le projet. Et les résultats du 9 juin nous donnent raison. Ouais. Boris Diliès, vous dites, quand vous avez annoncé cet accord préélectoral, vous avez dit avec Défi, on est presque d'accord sur tout, c'est ce que vous avez dit. Ça s'est mal passé avec Écolo parce qu'on n'a pas eu l'impression pendant ces 6 dernières années. Non, mais je pense qu'il n'y a pas à lier l'une ou l'autre chose. Moi, j'ai confirmé effectivement que nous avions eu de très bonnes relations de travail, et fort heureusement pour les Uclois, parce que la politique, ça ne doit pas être la guerre. Et donc, on a effectivement, et c'est normal en politique, des projets, des convictions qui varient, mais je pense que le respect et la bonne entente, c'est extrêmement positif pour les citoyens. Et donc, le conflit n'est certainement pas une chose favorable pour gérer une commune. Mais par ailleurs, au niveau de la liste du bourgmestre que je mène, vous savez, moi j'ai avancé de manière très transparente. J'ai lancé un appel dans le journal communal début janvier pour inviter celles et ceux qui se retrouvaient dans les valeurs, on va dire, de la droite et du centre à Uccle. Je les invitais à me rejoindre, ce qui constitue aujourd'hui cette liste du bourgmestre. Oui, alors le MR a fait un très bon score au régional au mois de juin. Cet accord a été scellé bien avant. Est-ce que vous le referiez au vu du score que vous avez? Oui, bien sûr, parce que vous savez, les libéraux et Défi, même à ce moment-là, le PRL, même avec le FDF, mais ça a été très compliqué en début de législature. Ça a été très compliqué à plusieurs moments pendant la législature, mais justement, moi je crois que le fait de pouvoir à un moment donné se poser la question de qu'est-ce qui nous unit, est-ce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, nous avons ici la réponse. Les libéraux et Défi ont géré cette commune ensemble pendant 30 ans, donc il y avait plutôt une logique à repartir sous la même bannière. Alors, Marc Holz, comment jugez-vous, vous, cet accord préélectoral, vous qui avez été libéral pendant de très nombreuses années? C'est assez surprenant, parce que j'ai vu pendant 5 ans et demi le chef de groupe Défi et le bourgmestre pratiquement s'injurier régulièrement au conseil communal, menant qu'une opposition plus radicale que celle que je menais, et puis se retrouvent ensemble sur une même liste, mais c'est évidemment leur droit. Pour notre part, nous ne sommes pas partisans de la liste unique. Nous pensons que la démocratie, c'est permettre d'avoir différents projets qui sont en concurrence. Nous avons notre projet pour Uccle, d'une liste citoyenne qui regroupe des anciens libéraux, mais aussi des gens de Défi, de CDH, de tout horizon politique, et surtout une majorité de candidats qui n'ont aucun engagement politique. Et ce que nous voulons, après les élections communales, c'est qu'une discussion de programme, de projet, et qu'une nouvelle majorité se forme dans l'intérêt des Uclois. Bernard Riette, même question par rapport à cette... Un peu comme M. Weingart, on était un peu surpris de cette annonce, mais bon, c'est le choix du bourgmestre. D'autant plus que, comme on l'a rappelé, pendant 6 ans, ils n'ont pas arrêté entre le chef de groupe Défi et le bourgmestre de s'invectiver. Ce n'est pas une nouveauté, parce que dans les législatures précédentes, c'était M. Weingart qui s'invectivait avec M. Diliès. Donc parfois, on se dit quand même qu'il y a des alliances parfois un peu contre nature. Mais bon, au-delà de ça, tout à fait le même type au-delà de ça, je terminerai, M. Weingart. Alors, il reste à Ruc en avant de M. Cause, qui a récupéré d'anciennes gloires du MR dans l'espoir de peser sur les débats. Je pense que c'est une bonne chose. Parce qu'en conclusion, M. Peset, je pense que le seul vote utile, c'est le Parti socialiste qui présente une vision de gauche, une vision progressiste.
Oui, alors Alexandre Meilhus, c'est vrai que c'est Elisabeth de Gries qui est votre tête de liste. On le voit, elle est très prise par ses fonctions ministérielles. Elle a déjà dit qu'elle n'était pas candidate bourgmestre. Comment jugez-vous les électeurs qui vont se dire on ne comprend pas qu'une personnalité comme ça se présente en première place alors qu'elle n'a pas l'intention de briguer un mandat? Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, Elisabeth de Gries a décidé d'être candidate et a été soutenue par les 43 candidats désengagés avant le 9 juin. Donc elle s'est présentée en tant que tête de liste avant le 9 juin, ça a été voté en interne chez nous. Et deuxièmement, en tant que ministre-présidente, elle a tout intérêt à avoir toujours un ancrage local. Donc elle pourra relayer les préoccupations des Uclois au niveau du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est quelque chose d'important, qu'il y a un lien entre le niveau local et le niveau des entités fédérées ou du national. Oui, pour vous, c'est pas un souci finalement qu'elle n'est pas là ce soir. J'imagine qu'elle a des difficultés à faire campagne au vu de ses responsabilités. Après, c'est pas un cas isolé. Il y a d'autres personnalités qui sont ministres et qui sont conseillers communaux. Donc, je peux en citer certains, mais voilà, c'est pas une nouveauté dans l'histoire. Et il y a eu différents conseillers communaux qui étaient à la fois ministres et qui combinait les deux. Donc, alors Boris Diliez, vous l'avez dit, votre intention, vous en cachez pas, c'est d'avoir la majorité absolue. Ça veut dire qu'il y aura, si vous réussissez, il n'y aura pas de partenaire supplémentaire? Alors, c'est vraiment une élection où c'est l'électeur qui est la clé. C'est le plus important. Et c'est pour ça que moi, je n'avance pas masqué. C'est une liste forte, une liste de rassemblement de la droite et du centre. L'objectif, c'est évidemment d'avoir le plus de sièges possible pour pouvoir porter le projet que nous défendons. Maintenant, la suite, c'est évidemment l'UCLOA qui en décidera. Mais fonction des résultats, nous sommes par définition déjà une liste de rassemblement. Vous l'avez indiqué, l'EMR, DEFI, l'OpenVLD, des indépendants. Donc ça veut dire que si vous avez la majorité absolue, ce sera seul, il n'y aura pas d'autres partenaires? Si nous avons une majorité suffisante. Maintenant, qui peut dire aujourd'hui combien nous serons? Il y a 43 sièges au Conseil communal. Il est évident que si nous nous retrouvons avec une majorité qui serait trop courte, à ce moment-là, les choses sont différentes. Mais ça, de nouveau, c'est l'électeur qui en décidera. Oui. C'est pour ça que nous avançons de manière totalement claire. Et votre partenaire naturel, c'est les engagés Vous savez, moi, j'aime la cohérence. Les engagés et le MR fonctionnent ensemble à la région bruxelloise, à la région wallonne. J'ai proposé, comme vous le savez, je l'ai rappelé, aux engagés de me rejoindre. Je comprends parfaitement, effectivement, que finalement, ils aient souhaité faire leur liste, mais il y a évidemment des convergences. Pour autant, c'est l'électeur uclois qui en décidera. Alors Thibault Weingart, comment vous jugez ça quand on dit tout s'est très bien passé, on a fait du bon boulot, et à nouveau on dit si on peut se passer de vous, on se passera de vous? Ce n'est pas ce que j'ai entendu. Comme l'a dit M. Diliez... On a quand même dit que M. Diliez, vous avez dit que les engagés étaient votre partenaire naturel, je vous ai bien compris. Mais ce n'est pas un scoop, encore une fois, que idéologiquement parlant, le MR et les engagés sont proches. Alors M. Weingart, votre réponse, ça m'a l'air assez clair. Je pense que ce qui est le plus fondamental, comme l'a déjà dit M. Diliez, c'est d'observer quel sera le résultat le soir des élections, le 13 octobre. Je vous apprends rien, ça n'a pas été fantastique pour nous au mois de juin. Ceci dit, à l'Europe sur UCLE, les résultats nous concernant étaient assez encourageants. Et ces dernières semaines, sur le marché, quand on rencontre les uns et les autres, on a beaucoup de citoyens qui nous disent on n'a pas nécessairement voté pour vous en juin, mais à UCLE, c'est très très important qu'Écolo reste une force. On est la deuxième force politique à UCLE depuis très longtemps et qu'on reste cette deuxième force politique. Et donc on verra le 13 octobre au soir quel sera le poids de notre formation politique et s'il y a un signal qui est envoyé en ce sens par les Uclois, et le cas échéant, on est évidemment prêt à prendre à nouveau et à poursuivre aux responsabilités. Alors, Monsieur Cole, c'est ce que vous, par rapport à ça, ce qui est annoncé, vous vous dites, on va tout faire pour qu'il n'y ait pas cette majorité absolue, ou alors même pour essayer de faire une majorité alternative? En tout cas, nous allons tout faire pour faire le meilleur score pour UCLE en avant. Et effectivement, nous ne souhaitons pas une majorité absolue pour la liste du bourgmestre. Ah donc pourquoi? Ce serait dangereux, selon vous? Je pense que oui. Je pense que oui. Non pas pour la démocratie. Je ne veux pas, aucun des 5 partis politiques ici autour de la table est un parti non démocratique. Mais il y a une partie du programme de la liste de bourgmestre qui mérite à tout le moins d'être modulée. Nous sommes inquiets de tous les grands projets d'investissement qui veulent réaliser, ce qui nécessairement conduira à une augmentation d'impôts. Par contre, il y a une chose que nous ne souhaitons pas, c'est qu'une majorité soit constituée avec Écolo au Groen. Non pas que ce n'est pas un parti démocratique, c'est un parti démocratique, mais nous avons constaté quand même ces dernières années à la région bruxelloise et aussi à la commune où ils ont eu beaucoup d'influence, qu'il y a quand même une certaine radicalisation dans ce mouvement et nous souhaitons une majorité sans eux. Et je terminerai aussi par une chose, parce qu'on a toujours dit que c'était la grande
bonne entente entre écolo et le MR à Uccle. Ce n'est pas tout à fait vrai. Moi, je me rappelle le dossier du Bois de la Cambre, où la majorité s'est fracturée, et c'est parce que de l'opposition, notamment Uccle en avant, a apporté ses voix au MR, que les recours juridiques ont... Ah si, il y a eu un vote au conseil communal. En première instance, M. Cole, ça se fait au niveau du collège. Donc il faut juste dire la vérité. Mais... Non, M. Dilliès, il y a un fait, on peut regarder les débats sur YouTube, il y a eu un débat, il y a eu un vote au conseil communal, Pour l'action sur le fond, M. Cole, qui a été faite, où Écolo n'a pas soutenu, et c'est MR, les engagés, Uccle en avant, et des filles qui ont voté, et je crois aussi certains socialistes, si j'ai bonne mémoire. Ça, c'est la réalité. Oui, Monsieur Hayet, par rapport justement à cette, vous trouvez aussi qu'une majorité absolue, ce serait dangereux pour la commune. Dans les pays où il y a un parti unique, ça n'a jamais donné de bons résultats. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne. Il y a plusieurs partis sur la liste. Comme vous y allez, après, au-delà de ça, si les électeurs en décident, bien. Nous sommes aussi candidats à participer parce que je pense que Uccle souffre d'un manque de politique sociale et donc nous demandons pas mieux de pouvoir rejoindre les plus progressistes de... Ouais, je vous vois réagir, Monsieur Weingart, par rapport à ce qui a été dit, tant sur le Bois de la Cambre, sur les fractures de la majorité. Une réponse rapide, parce que le Bois de la Cambre, on aura l'occasion d'en parler durant le débat, et la mobilité aussi. Oui, enfin, je voulais surtout rapidement répondre à la dernière intervention de M. Hayet sur les politiques sociales. On n'a jamais déployé autant de moyens budgétaires que sous cette mandature pour le CPS, pour l'Agence immobilière sociale. On a créé toute une série de dispositifs sociaux, les chèques culture, les chèques sport, la gratuité des bibliothèques, tout ça est nouveau, tout ça n'avait jamais été fait à Uccle. Alors tenir ce genre de propos caricaturaux, ça me déçoit un petit peu de la part de M. Hayet. On ne donnait même pas assez de budget au CPS dont le compte est en déficit pour 2023. Oui, M. Hayet. C'est faux, tout simplement, parce que dans le dernier budget qui a été voté en décembre, dans les investissements qui représentaient 41 millions, on a donné royalement 2 000 € pour les affaires sociales, qui étaient d'ailleurs gérées par un échevin écolo. La dotation au CPS, c'est plus de 20 millions, M. Hayet. Oui, mais vous nous avez toujours envoyé au CPS, mais la politique sociale, c'est aussi de la prévention, c'est aussi du logement, c'est une série de choses. Rapidement, et puis on va rentrer dans le vif du débat. On a augmenté de 10% à chaque budget la dotation au CPS, et 20% de notre budget est consacré à l'action sociale. Il faut quand même être précis. Très bien. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et c'est notre journaliste Rémi Rucois qui vous présente en quelques secondes, en un peu plus d'une minute, les enjeux à Uccle. Ici à la place Saint-Job, les enjeux sont divers. Il y a notamment les conséquences des travaux qui ont lieu ici un peu plus loin au niveau de la gare de Saint-Job et de la rénovation du pont. Plusieurs riverains et commerçants se demandent comment vont se passer les travaux et dénoncent un manque de communication de la part de la commune sur comment vont se dérouler ces travaux. Et puis ici, il y a aussi des débats autour de la transformation de la place Saint-Job. Certains se demandent comment l'une des principales places de la commune peut et va être transformée. Un des enjeux dont les habitants m'ont beaucoup parlé, c'est celui de la mobilité à Uccle, notamment la mobilité routière. Uccle est la commune qui compte le plus de voitures par habitant. Ensuite, on m'a parlé également des cyclistes. Des cyclistes m'ont parlé en disant qu'ils n'avaient parfois pas assez de place pour circuler dans la commune, qu'il y avait des aménagements qui avaient été faits, mais ça n'était pas encore suffisant dans toutes les zones de la commune. Et puis, la mobilité en termes de transport en commun. Une des particularités d'Uccle, c'est qu'elle n'a pas de station de métro en souterrain. Certains ont dit qu'il manquait encore un peu de bus ou de tram ou de connexion entre ceux-ci à Uccle. Il s'agit de la commune avec le moins de logements sociaux par habitant en région Bruxelles-Capitale. Alors comment faire pour offrir du logement abordable ici à Uccle? Est-ce qu'il faut construire davantage de logements sociaux? Et si oui, où? Quelle politique de logement pour Uccle? C'est un des enjeux ici dans la commune. Voilà, le logement, on va l'évoquer évidemment dans ce débat, mais on va l'entamer par une question qui fâche, c'est comme dans d'autres communes, c'est la question de la mobilité. Alors, faut-il réduire la place de la voiture dans l'espace public? Si oui, comment? Alexandre Meilus, vous êtes en retard sur le temps de parole, donc je vais vous inviter à commencer sur le sujet. Est-ce qu'il faut un good move à Uccle? Et si oui, dans quel sens? Avec quelles dispositions? Pour nous, ce qui est important, c'est qu'il y ait une adhésion des citoyens, donc des Ucquois, avec une concertation. L'idée d'un good move, de base, on n'est pas contre. Par contre, le projet a été mal fait.
si on veut faire un good move, il faut mettre en place un programme pour les piétons, pour les cyclistes, pour la mobilité douce, partagée et pour les transports en commun. Ce qu'on oublie souvent aussi à Uccle, c'est qu'il y a le train. Donc on oublie souvent que de la place Saint-Job ou du Villédois ou de la gare de Calvoute, on peut aller en 10 minutes ou 15 minutes dans le centre. Donc il faut informer les gens, il faut discuter avec les gens, les informer. Et donc s'il faut parfois que les gens utilisent moins la voiture, il ne faut pas non plus que ça soit punitif et que les gens se retrouvent dans les embouteillages ou n'aient pas d'autre choix. Donc, alors, vous dites good move, on n'est pas contre. Ça doit prendre quelle forme selon vous, ce plan ? Une énorme concertation avec on revoit le plan dans son ensemble. Et quand on met en place des mesures, on les évalue. On les évalue le jour même ou le lendemain ou le surlendemain. On ne met pas un programme ou des mesures comme ça et puis on verra 2-3 semaines plus tard ou quelques mois plus tard. Donc si on met un plan en place, il faut l'évaluer rapidement. Et vous savez, par rapport à Good Move, si on ne mettait pas en place des plans de mobilité pareils, on aurait encore des voitures partout dans le centre de Bruxelles ou sur la Grand Place. Donc c'est important d'avoir des plans pour changer les habitudes des citoyens. Oui, alors Marc Holz, vous êtes très dur quand vous parlez de la politique de la mobilité. Vous dites ça a été désastreux, ça a manqué totalement d'équilibre, suppression massive de places de parking. C'est ce que vous indiquez dans votre programme. Alors ça veut dire quoi, selon vous? Est-ce qu'il faut ou pas réduire la place de la voiture à Uccle? D'abord, il faut respecter le choix de chacun de son mode de déplacement, quel qu'il soit. Une politique de mobilité, c'est non pas le tout à la voiture, c'est pas non plus le tout contre la voiture. Et c'est vrai que la majorité sortante a rendu des avis favorables concernant notamment toute la rénovation de la chaussée d'Alzenberg, qui ont conduit à plus de la moitié de suppression de places de stationnement. Il y avait d'autres possibilités dans l'enquête publique. Des avis avaient été remis, on aurait pu faire l'aménagement autrement. Mais maintenant, la mobilité, c'est évidemment avoir suffisamment de places de stationnement. Il y avait eu l'idée, il y a 6 ans, éventuellement de construire un parking en dessous de la place Van der Helst. Donc il y a des réflexions qui doivent être menées. Mais c'est aussi les transports en commun. Et Uccle, et notamment le sud de la commune, est très mal desservi en transport en commun. C'est pour ça que dans notre programme, par exemple, nous demandons qu'on prolonge la ligne de bus 43, qui aujourd'hui s'arrête au Villédois, qu'elle est jusqu'à l'ULB à travers le bois de la Campe. Donc il faut aussi agir, et bien entendu, sur les transports en commun. Il faut respecter tous les modes de déplacement. Et par exemple, nous ne sommes pas anti-vélo. Clairement, dans notre programme, nous demandons qu'on facilite l'intermodalité train-tram-vélo, en sécurisant notamment le stationnement vélo aux abords des gares. Oui, alors Thibaut Weingart, quand je lis votre programme, vous, c'est vraiment donc meilleur équilibre entre les différents modes de transport et dans l'ordre de priorité, les automobilistes arrivent en dernier. C'est ce que vous indiquez. Ce qui est essentiel, Monsieur Peuzès, c'est de rééquilibrer l'espace public, de mieux partager cet espace public. Par ailleurs, de le végétaliser, il faut planter des centaines d'arbres, c'est fondamental aussi. On l'a déjà fait au cours des 6 dernières années, il faut continuer. De la même manière, toute une série de mesures ont été prises pour les piétons. On a doublé le budget. Au cours des 6 dernières années, nous voulons à nouveau doubler ce budget, sécuriser les abords écoles. On a créé 11 km de pistes cyclables entre 2018 et 2024. On a adopté un nouveau plan communal de mobilité. Et là aussi, le piéton est au cœur des attentions. Je ne me trompe pas quand vous dites la voiture, c'est notre dernière priorité. Mais disons que nous pensons surtout qu'au cours des décennies écoulées, on a pas mal oublié le piéton, pas mal oublié le cycliste. Les transports en commun, c'est pas fameux à Uccle, ça a déjà été dit. Et donc on doit œuvrer à cela effectivement prioritairement et avoir un espace public qui est plus convivial, qui est plus sécurisant, qui est plus agréable pour tout le monde. Et on est bien conscient qu'il reste du pain sur la planche, raison pour laquelle nous sommes prêts à poursuivre le travail. Oui, Bernard Hayet, quand vous dites qu'il faut évaluer le plan communal de mobilité avec les usagers, est-ce que vous êtes sur la même longueur? Vous êtes plutôt comme Marc Holz ou plutôt comme Thibaut Weingart sur la place à laisser à la voiture? Non, je pense que la mobilité, c'est un élément important à la commune d'Uccle. Je reconnais que M. Weingart n'a pas forcément facile d'organiser cette mobilité avec à la fois des voiries régionales, des voiries communales, on ne sait pas très bien qui s'occupe de quoi. Tout ça est bien compliqué et franchement, je ne l'envie pas. Ceci dit, on a été très très déçus par son plan communal de mobilité. Aucun point noir n'avait été résolu, que ce soit au niveau du lycée français, que ce soit au niveau de l'école européenne, que ce soit au niveau de la gestion du parking à Faubourg. Rien, ou pratiquement rien, n'a été proposé dans ce plan communal de mobilité. On espérait parfois que, par exemple, au niveau de la carte de riverain, on puisse bénéficier d'une carte de riverain unique, par exemple. Pour tout le territoire. Hein. Sur tout le territoire. Évitons ces zones bleues, rouges, vertes, que les citoyens lambda ne comprennent pas. Donc c'est ça notre évaluation. Essayons d'évaluer les pistes cyclables.
Je veux dire, on nous a parlé de la piste cyclable Bourgmestre-Rings. Mais toutes les autres, ce sont des traits blancs sur la chaussée. Enfin, ça protège qui? Enfin, je veux dire, c'est très dangereux. Prenons la chaussée Saint-Job. C'est vraiment une dangerosité importante. Une réponse rapide sur le fait qu'aucun des points noirs n'a été résolu, ce que vient de dire M. Hayet, M. Weingart, très rapidement. Oui, parce que si on lance un débat sur le plan communal de mobilité, on est parti pour une heure, mais je rappelle à M. Hayet qu'il avait le droit, comme tous les groupes politiques, de déposer des amendements au Conseil communal. Je constate que le groupe PS n'en a pas déposé lors des discussions, dont acte. Monsieur Hayet? Non, mais on a voté contre parce que ça ne suffisait pas, parce que ce n'était pas suffisamment ambitieux. C'était ça notre amendement. Oui. Alors, Monsieur Diliez, quand on entend Monsieur Weingart, c'est la dernière priorité, c'est la voiture. C'est pas ce que je lis dans votre programme. Vous dites qu'il faut éviter de pénaliser les utilisateurs d'un mode de transport en favorisant excessivement un autre. Vous avez l'impression qu'on a trop défavorisé l'utilisation de la voiture jusqu'ici à Uccle ces dernières années? Non, mais il y a une réalité, c'est que Uccle est la commune à Bruxelles qui, par ménage, compte le plus de voitures. Et c'est effectivement lié aussi au fait que nous sommes la deuxième commune la plus étendue de la région. C'est une commune extrêmement éclatée avec 22 km². Et il y a des coins qui sont effectivement extrêmement peu desservis. Donc il y a toujours des personnes qui auront besoin de leur voiture et qui demain n'iront pas à vélo ou même pas en transport en commun pour toute une série de raisons personnelles et géographiques qui sont légitimes. À côté de cela, moi je le dis depuis toujours, je suis très à l'aise sur le sujet, c'est que quelqu'un, il y en a beaucoup à Uccle, qui décide de renoncer à sa voiture pour le vélo, et notamment le vélo électrique, il y en a beaucoup à Uccle, cette personne-là, elle doit aussi être respectée et elle doit être sécurisée parce qu'elle fait aussi plus de place à l'automobiliste. Et donc, c'est du bon sens. Il ne faut pas être dogmatique, il ne faut pas non plus être anti-vélo, il ne faut pas être anti-voiture. C'est possible, ça prend plus de temps. Effectivement. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas souhaité mener une politique radicale. C'est notamment pour cela que nous n'avons pas souhaité avoir de My Good Move sur Uccle. Oui, vous pensez qu'il y a eu du dogmatisme dans la politique de mobilité, Monsieur Meus? Je pense qu'il y a eu quelques artères où on a pu se poser la question, mais de manière générale, c'est plutôt un travail qui a été positif. Quand on voit ce qui s'est passé chez Waterloo, les gens au début ont dû s'adapter ou découvrir qu'il y avait ces derniers mois une nouvelle piste cyclable. Et au final, les commerçants et certains riverains sont plutôt ravis. Je pense qu'il faut avant tout c'est communiquer et concerter là-dessus. Et donc moi j'ai plutôt eu des retours positifs. Mais il ne faut pas non plus faire ça de manière à la fin des vacances ou à la fin de l'été. Et sur la suppression des places de stationnement, chaussée d'Alzenberg, dénoncée par M. Coles. Si on supprime des places, il faut en créer d'autres. Donc on peut en supprimer sur la voirie, en surface, mais il faut alors les combler et les remplacer par un autre parking qui serait un parking de lestage, un parking environnant ou un parking au sous-sol. Mais on ne peut pas supprimer une place et ne pas en créer une autre ailleurs. Oui, alors Thibault Weingart, je voudrais enfin vous faire réagir à un point de votre programme, c'est chaussée de Waterloo, vous dites le passage de 2 bandes à 1 bande de circulation sur le tronçon entre Rhodes et Prince d'Orange, c'est ce qui est prévu comme mesure dans votre programme. Vous n'allez pas vous faire que des amis, hein. Non, c'est une voirie, pour préciser, donc c'est une voirie régionale et la région prévoit de tester effectivement cet aménagement sur le tronçon entre Rhodes et... Mais vous y êtes favorable en fait? Sur le fait de le tester, nous l'avons toujours dit, il en a déjà été question il y a quelques semaines, ça doit être étudié en amont, il doit y avoir des comptages au préalable, des comptages durant la phase et après, bien mesurer les impacts. Peut-être qu'on se rendra compte que c'est extrêmement positif. S'il y a lieu de corriger, on corrigera. Pas de difficulté. Vous vous y avec retrouvez dans ce projet-là, Boris Diliez? Mais vous savez, encore une fois, on ne peut pas dire qu'on souhaite sécuriser le cycliste qui, je le disais, fait dans certains cas plus de place à l'automobiliste et ne rien faire. À un moment donné, il faut pouvoir être cohérent. Simplement, ça ne doit pas passer en effet par des My Good Move. C'est pour ça que, comme je vous le disais, on a refusé le My Good Move. Et ce qu'il ne faut certainement pas, c'est opposer les uns aux autres. Mais si on ne fait rien, il ne va rien se passer. Ça, c'est un fait. Alors, Alexandre Meus, est-ce que vous êtes favorable, puisque c'est un combat de très longue date de vous, Boris Diliez, sur cette réouverture du Bois de la Cambre? Est-ce que vous le suivez dans ce volet-là? Nous, évidemment, on a suivi l'action en justice contre la ville de Bruxelles pour s'opposer à la fermeture totale du Bois de la Cambre. La situation actuelle nous convient déjà plus et je pense qu'on pourrait trouver un compromis avec des artères qui seraient proches de la chaussée de la Hulpe ou de Waterloo qui seraient ouvertes,
ou alors qui serait ouverte à des moments en alternance en fonction des horaires d'école. Mais la situation actuelle est déjà plus favorable Donc elle pour vous nous. convient, il ne faut pas aller plus loin selon vous, quoi. Pour nous, elle nous convient actuellement, oui. Oui, Monsieur Hayet, est-ce que vous êtes aussi demandeur de continuer les négociations, voire le combat contre la ville de Bruxelles par rapport à ça? Nous regrettons la manière un peu brutale dont la décision a été prise, ça clairement. Ceci dit, je pense d'avoir parlé avec les uns ou l'autre riverains que finalement ils sont assez contents de ce qui se passe actuellement. Alors, il y a toujours moyen de faire des améliorations. Nous avons prôné une solution régionale. Nous avons proposé qu'il y ait à un moment donné un dialogue qui s'installe entre le bourgmestre de la ville de Bruxelles et le bourgmestre d'Uccle. Les choses sont difficiles. Il y a eu ce recours devant les tribunaux. Nous avons voté contre, mais aussi par solidarité avec ce bourgmestre de la ville de Bruxelles. Donc, le dossier est complexe, mais je ne vois pas pourquoi les gens avec qui nous parlons ne se plaignent pas de la situation, que du contraire. Donc ça peut rester comme Oui, peut-être que... Oui. Écoutez, on ne doit pas aller plus loin. L'un des problèmes, c'est la Drève de Lorraine avec des gens qui ne sont pas huclois. Et puis certains embouteillages du côté de la chaussée de Waterloo qu'il faudrait aménager d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'il faut voir des heures différentes? Est-ce qu'il faut ouvrir certains tronçons? Je crois que c'est une négociation qui doit avoir lieu entre les responsables des deux communes de façon à améliorer la situation des huclois en matière de mobilité. Oui, rapidement. Oui, pour ajouter, donc nous, on veut bien rester dans l'état actuel, mais alors il faut d'abord réfléchir à des alternatives de mobilité qui soient donc partagées, comme le transport en commun et des choses comme ça. On ne peut pas fermer des artères et pas mettre en place des alternatives. Et deuxièmement, quelque chose qui est soutenu par les engagés, c'est que le bois de la Cambre devrait être géré de manière plus concertée, voire collégiale, pourquoi pas par la région. Alors Marc Holz, je vous ai vu réagir par rapport à... Vous n'êtes pas content du statu quo actuel, de la situation actuelle? C'est un point sur lequel nous sommes d'accord avec la liste du bourgmestre. Pensons pas qu'il faut une réouverture totale du bois de la Cambre à la circulation, mais il faut aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, on reporte sur la chaussée de Waterloo toute la circulation, et je n'ai pas les mêmes échos que M. Hayet sur les avis des habitants de la chaussée de Waterloo. Maintenant, un mot sur la mobilité, parce que M. Weingart a parlé du plan communal de mobilité. Mon groupe a déposé des amendements. Certains ont été votés, d'autres ont été rejetés. Je vais vous donner un exemple d'amendement qui a été rejeté par la majorité sortante. C'est celui où nous demandions de biffer la phrase qui indique dans le plan communal de mobilité d'Uccle qu'on se réjouit de la politique régionale de stationnement. La politique régionale de stationnement, c'est good move, c'est 65 000 suppressions de places de stationnement. Et puis, je vais terminer aussi par un autre exemple en matière de mobilité. Il y a parfois des petites choses qu'il faut changer. La région, mais à ma connaissance sans réaction du collège, a installé des arceaux devant l'école européenne chaussée de Waterloo, là où les bus stationnaient avant. Résultat, maintenant, les bus s'arrêtent dans la chaussée et embouteillent tout, alors qu'on pouvait mettre ces arceaux quelques dizaines de mètres plus loin. Donc il faut voir de manière concrète, ponctuelle, comment on peut améliorer toutes les mobilités, quels qu'elles soient les modes de déplacement. Oui, rapidement. Une phrase. Je pense que je suis d'accord avec M. Coles. La commune d'Uccle a aussi un effort à faire dans la chaussée de Waterloo pour fluidifier le trafic. Et je crois qu'il faut que tout le monde se mette autour de cette table pour avancer sur ce dossier. Alors, M. Weingart, est-ce qu'il faut poursuivre la procédure contre la ville de Bruxelles par rapport au bois de la Cambre, selon vous ? Nous avons toujours été clairs sur ce point-là. Nous ne sommes pas favorables à des actions en justice sur ce dossier. Et nous privilégions, et on se l'est dit en majorité, assez paisiblement d'ailleurs, que nous privilégions une concertation et des solutions politique avec les différents acteurs publics dans ce dossier. Il y a une étude qui est en cours actuellement. On attend les conclusions de cette étude et en fonction des conclusions de celle-ci, il y aura certainement lieu d'aménager certains aspects autour du bois, dans le bois. Je pense que c'est important qu'on s'inscrive dans cette logique-là, en sachant juste pour que vous soyez précis, quand vous dites qu'il faut améliorer la situation des quartiers résidentiels où un report de trafic est constaté, ça veut dire que selon vous, il faut des réouvertures à certains endroits, à certains moments. Précisez votre point de vue sur le sujet. De nouveau, on regardera quelles sont les conclusions de l'étude. Ce n'est pas nécessairement dans le bois de la Cambre. Vous pouvez améliorer ou soulager le trafic de transit dans les quartiers résidentiels. Et effectivement, c'est un point d'attention parce que le bois, aujourd'hui, il est plus convivial, il est plus agréable, il bénéficie quand même d'abord aux Uclois aussi. Les personnes qui s'y promènent, ce sont beaucoup d'Uclois qui se baladent et qui profitent du bois de la Cambre. Mais le point d'attention, c'est évidemment l'impact pour les quartiers résidentiels. Mais ça peut être par des mesures de circulation à proximité du bois aussi. Donc ce n'est pas nécessairement par des mesures de circulation dans le bois. Ça peut être l'un, l'autre ou les deux. Oui, alors Boris Dibiès, vous persistez, vous signez le combat contre la ville de Bruxelles, il continue.
Absolument, absolument, parce qu'il s'agit en réalité de la qualité de vie des Uclois et de la qualité de l'air pour beaucoup d'Uclois aux abords du bois. Encore une fois, je rappelle que cette décision a été prise sans aucune concertation, en plein confinement, et que si je n'avais pas décidé d'aller en justice, aujourd'hui, ce bois serait totalement fermé, absolument sans plan, sans cohérence, juste avec du dogmatisme et du cynisme de la part de la ville de Bruxelles. Et si nous avons dû aller en justice, c'est précisément parce qu'il n'y avait aucune écoute et que la seule réponse qui était faite de la part de la ville de Bruxelles, c'est on ferme tout le bois et pour les Uclois, on verra bien. La situation actuelle ne vous convient pas ? Elle ne me convient pas pour une bonne et simple raison, c'est que moi j'ai toujours dit que j'étais ouvert à l'évolution du bois de la Cambre, mais vous irez m'expliquer un lundi au mois de novembre en quoi c'est obligatoire que ce bois soit quasi totalement fermé, alors que vous avez des embouteillages monstres, chaussée de Waterloo et dans les quartiers résidentiels adjacents. Donc je demande simplement de l'équilibre, du bon sens et un peu de respect. Oui, Monsieur Weingart, est-ce que la qualité de l'air, finalement, a diminué pour certains Uclois à cause de la fermeture de ce bois, comme le dit M. Didier? Je ne dispose pas de données en la matière. On parle beaucoup de la chaussée de Waterloo. La chaussée de Waterloo, elle est congestionnée. Et c'est pas nouveau. Moi, quand je rentrais de l'école il y a 25 ans avec le bus 41, elle était déjà incroyablement congestionnée. On a parlé de l'école européenne. Il y a un travail à mener de ce point de vue-là. Les arceaux, c'est parce qu'on est dans les mètres avant le feu et que pour des raisons de sécurité routière, les bus ne peuvent pas s'y stationner. Mais ceci dit, là, il y a un travail à mener. Sur le carrefour chaussée de Waterloo, Hulpe, certainement moyen de fluidifier, d'améliorer la situation. Alors, on va passer maintenant à l'aménagement des espaces publics, puisque la politique de la mobilité, elle va de pair avec l'aménagement de l'espace public. Alors, il y a de très beaux espaces publics à Uccle, et particulièrement la place Saint-Job. Alors, sa transformation est à l'étude. Comment la rendre plus agréable? Faut-il y supprimer le parking? Votre avis sur le sujet, Marc Holz? Mais tout d'abord, ce n'est pas une priorité pour nous. La place de Saint-Job est en bon état. Ça fait 5 ans, je crois qu'on a engagé avec des subsides régionaux 200 000 € pour réfléchir au futur de la place de Saint-Job. Il n'y a pas encore de plan bien établi. Ceci étant, si on réaménage la place de Saint-Job, ça doit se faire avec une concertation très étroite avec les riverains, avec les commerçants. Mais on supprime le parking, selon Et il faut vous? maintenir au moins une partie de la place avec du parking. Ça, c'est indispensable, sans quoi, effectivement, on aura de très grosses difficultés pour les restaurants le soir. Le petit parking qui est à l'arrière n'est pas suffisant. Mais je voudrais dire aussi qu'il n'y a pas que la place de Saint-Job à réaménager à Uccle. Il y a peut-être des priorités encore plus grandes avec la région où le dialogue doit se faire dans ce cas-là. Je pense par exemple à la chaussée de Waterloo, à la bascule ou au square des Héros. Très bien. Alors, monsieur Hayet, pour vous, est-ce qu'il faut garder du parking place Saint-Job ou pas? Ben, écoutez, moi, je constate une chose, c'est que ce débat a eu lieu sur la place publique. Nous ne sommes pas contre la participation citoyenne, ne croyez pas ça. Mais nous pensons que le conseil communal a été élu pour prendre des décisions sur l'aménagement même des espaces publics. Alors, les résultats du sondage, ben, vous l'avez constaté, sont très mitigés, puisque sur les 3 scénarios, il n'y en a aucun qui a obtenu la moyenne. Mais votre scénario privilégié à vous, quel est-il? Mais je crois qu'il faut tenir compte à la fois des commerçants qui ont besoin de vivre, et à la fois des riverains qui ont besoin de respirer. On parlait d'air tout à l'heure. Et donc on fait quoi alors? Moi je pense que le projet, si j'avais à choisir, moi je ne suis pas concerné au premier chef, si j'avais à choisir, je privilégierais le scénario numéro 2, où on a un rapport équilibré à la fois avec les commerçants qui peuvent installer leur terrasse et en même temps pouvoir vivre de cette place. Un peu de parking, parce que malgré tout, pour aller dans les commerces, il faut pouvoir stationner. Il n'y a pas que des gens qui vont en vélo à Uccle. Il y a aussi des gens qui prennent leur voiture. Et il n'y a pas que des gens qui prennent du transport en public. Et alors, en même temps, ça verdurise un peu la place Saint-Job. Et ma foi, c'est pas mal. Ceci dit, moi, je vous dirais qu'on peut faire tous les sondages qu'on veut, mais in fine, celui qui décidera, ce sera l'électeur. Et on verra quel sera son choix au moment des élections, et on verra quels sont les partis et quelles positions ils ont défendues et quelles seront Monsieur Médius, quel est votre point de vue sur le sujet? Maintenir quelques places sur la place. Sur la place, on pourrait les réduire peut-être de moitié, mais on ne peut pas les supprimer totalement. On pourrait réfléchir aussi à favoriser un stationnement de courte durée, si on veut aller chercher son pain ou son journal, mais pas rester là toute la journée. Et donc il faudrait une alternative de mettre un parking en sous-sol ou de délestage dans les environs. Et parmi les 3 propositions qui ont été débattues, nous, on a voulu en proposer une 4e. Je pense que M. Weingart en a pris connaissance. On a une autre alternative où on veut
qu'on puisse tourner dans un sens, qu'on verdorise un peu, mais pas non plus le statu quo ni le champ de patates, on va dire, entre guillemets, mais qu'on a un équilibre entre les deux. On pourrait élargir la place centrale pour les l'Horeca et certains commerçants, mais tout en gardant quelques places de parking. Et pour vous, est-ce que c'est une priorité, le réaménagement de cette place? Pour nous, c'est très important. Ça figure d'ailleurs dans les premières pages de notre programme. Oui, Boris Diliès, pour vous, c'est une priorité aussi. Ça fait très longtemps qu'on en parle, soyons de bon compte. Ça fait 18 ans qu'on en parle, mais si vous voulez, moi, je peux tout à fait entendre la question de la priorité. De toute manière, chose est certaine, avant que les travaux du pont ne soient pas totalement terminés, il est évident qu'on ne commencera rien du tout. Mais quand j'entends ici ce qui est dit autour de la table, je crois qu'on est globalement tous assez d'accord sur le fait qu'on doit pouvoir embellir cette place qui est quelque part la place emblématique d'Uccle, mais qu'il faut garder du stationnement, mais qu'il faut penser aux autres modes de transport et qu'il faut certainement penser à l'attractivité des commerces qui est réelle. On a besoin de stationnement, mais on a certainement aussi un beau potentiel pour embellir cette place et là je pense qu'on est tous d'accord. Et là vous êtes aussi d'accord, il faut garder du stationnement sur la place, M. Weingart? Oui, il faudra en garder. On a une étude qui a été réalisée parce qu'on a un très important dispositif de participation citoyenne qui a été mis en place sur ce dossier avec des réunions qui ont réuni 150, 200 personnes avec des consultations en ligne. On y a fait référence. 1000, 2000 personnes qui ont participé, qui ont donné leur avis. Il y a un gros travail qui a été réalisé par le bureau d'études et on sait que la pression sur le stationnement est très très forte en soirée avec les restaurants. Mais on a déjà des solutions qui sont sur la table avec un parking le long du chemin de fer qui permettra de libérer de l'espace au niveau de la place, parce qu'effectivement, en termes de convivialité, en termes d'allure, cette place, elle pourrait être extraordinaire avec des terrasses, des cheminements piétons qui sont confortables. On peut imaginer que la friterie soit pivotée, que la terrasse soit sur la place et non plus sur la route. On pourra avoir là quelque chose d'absolument extraordinaire, où le marché pourrait toujours se tenir, où les foires pourraient toujours se tenir. Et je voulais par contre rejoindre M. Coles, ça n'arrive pas souvent ce soir, sur le fait que le Square des Héros, au niveau régional, c'est une priorité. Nous pensons aussi que s'il y a un dossier que la commune devra pousser dans les 6 prochaines années, c'est le réaménagement du Square des Héros en termes de sécurité routière pour les nombreux piétons qui prennent le bus, le tram. C'est absolument indispensable. J'ai vu que vous partagez cet avis, M. Diliès. Ouais. C'est évident. Et si vous voulez, ce qui me donne de l'espoir sur ce dossier-là, comme sur les aménagements de la chaussée de Waterloo, au Fort-Jacot, à la bascule, où vous avez un patchwork de mobilier urbain atroce, c'est que là, ça fait partie des dossiers que j'ai déjà portés auprès de mes collègues du MR. Donc je me réjouis qu'il y ait une nouvelle majorité à la région. Pour vous aussi, c'est une priorité. C'est une priorité, c'est que ça aussi, c'est des places vraiment historiques de Uccle et c'est un des nœuds de transport les plus fréquentés. Si vous allez vous arrêter au Square des Héros à l'arrêt de tram ou de bus, il y a un monde en permanence. Il y a des écoles, des commerces. Donc c'est un job et Square des Héros, pour vous, c'est des projets qui doivent être réalisés courant de cette législature. Tout à fait, ça fait partie de la deuxième page de notre programme. Oui, M. Weingart aussi, pendant cette législature, il faut avancer sur ces espaces Absolument. publics. J'y ajouterais le parvis Saint-Pierre, où il y a un gros travail à mener avec l'arrivée du théâtre et le passage Chouveau à Calvoute. Oui, M. Coles, parvis Saint-Pierre, je sais que l'arrivée du public, ça ne vous réjouit pas. Non, ni beaucoup d'habitants du quartier. Ceci dit, les discussions sur le réaménagement du parvis, indépendamment d'aller du théâtre, le public, peuvent avoir lieu, bien entendu. Mais en ce qui concerne le théâtre, le public, nous avons regretté à la fois la manière dont s'est passée la concession et nous sommes très inquiets du projet, notamment au niveau urbanistique. Oui, M. Hayet, vous me demandez la parole. Je vous demandais la parole parce que sur les espaces publics, je partage largement l'avis de mes collègues. Mais je voudrais aussi que sur certains projets immobiliers importants, je pense au jardin du Kinsendal au Bourdon ou bien au jardin, aux promenades d'Uccle, je souhaiterais aussi qu'on engage une participation citoyenne et qu'on concerte plus les citoyens, un peu sur le modèle qui a été fait. Il faudrait le rationaliser, évidemment, mais ça permettrait quand même quelque part d'associer les citoyens à un développement de quartier, parce que je crois que les espaces publics, ce n'est pas que 3 places à Uccle, c'est aussi la gestion quotidienne. Il faut maintenir cette commune dans un bon état, il faut maintenir l'attractivité de cette commune. Et donc, à ce titre-là, je pense que plus on associe les citoyens, plus on progresse. Alors, si vous le permettez, maintenant, on va parler du logement, parce que c'est pas simple de se loger à Uccle. Les loyers, ils sont généralement élevés, les prix d'achat également. Uccle, qui est aussi lanterne rouge au niveau des logements sociaux. Alors, comment améliorer l'accessibilité au logement? C'est la question qu'on pose maintenant aux candidats. Je vais vous la poser, Monsieur Méus, vous êtes en retard sur le temps de parole. Alors, on parle de lanterne rouge en termes de création de logements sociaux. Est-ce qu'il faut en avoir plus dans les années qui viennent?
Alors tout d'abord, c'est vrai qu'on a tendance à penser que Uccle est une commune uniquement aisée ou une commune où tout va bien. Non, il y a des quartiers plus populaires, il y a une diversité dans les quartiers qui est très importante, surtout quand vous allez dans les quartiers plus vers l'ouest ou vers les frontières, vers Drogenbos ou vers Forêt, il y a des quartiers beaucoup plus populaires. Et donc, tout ça, ça doit se faire en concertation. On peut développer les AIS, donc les agences immobilières sociales. Comme créer du vrai logement social, hein, je vais dire, selon vous, est-ce qu'il faut le faire ou pas? On pourrait augmenter un petit peu, mais pas non plus de manière... c'est pas la priorité là, immédiate. On peut faire une concertation là-dessus, on peut réfléchir à cela, on devrait développer les AIS, mais le logement social en tant que tel... ça doit faire partie d'une réflexion plus profonde et plus de long terme. Oui, par rapport au logement moyen, j'imagine, vous dites également dans votre programme qu'il faut encourager l'installation de nouvelles familles à Uccle via des incitations fiscales. Vous parlez de quoi très précisément ? Mais on pourrait avoir une prime communale quand on s'installe, comme des commerces peuvent l'avoir, quand on s'installe à Uccle, par exemple. C'est un exemple aussi simple que ça. Donc sous certaines conditions de revenus ou de statut? Non, pas question de revenus, mais plutôt une question de durée ou de temps qu'on reste sur la commune. Pas une question de... Alors Marc Holz, est-ce qu'il faut créer du logement social à Uccle? C'est une vieille question aussi, hein. On en parle quasiment à chaque campagne électorale. D'abord, on crée du logement social à Uccle. Il y a d'ailleurs des projets assez controversés qui sont en cours de construction ou en borque pour le moment. Mais je pense qu'il faut d'abord mettre l'accent sur l'agence immobilière sociale, qui a le mérite de ne pas créer des ghettos sociaux, vu que ce sont des logements qui sont loués chez les propriétaires privés, et puis sous-loués à un prix moindre à des personnes qui sont dans les limites du revenu social, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de problèmes sociaux à Uccle, et donc il y a un effort encore à faire pour développer l'agence immobilière sociale. Et puis le logement, c'est pas uniquement le logement social, c'est aussi le logement moyen. C'est terrible que des jeunes ménages n'arrivent plus ou très difficilement à pouvoir se loger à Uccle. Alors, je ne suis pas très content de la majorité MR écolo sortante à Uccle, ça vous l'avez compris. Mais il y a une majorité MR écolo qui, à mon sens, a beaucoup mieux fonctionné, c'est à Etterbeek, où cette majorité a mis sur pied toute une série de politiques avec des baux amphithéotiques et autres pour favoriser l'accès au logement moyen dans cette commune. Mais je souhaite qu'on fasse la même chose à Uccle. Oui, Monsieur Hayet, vous décernez un bonnet d'âne dans votre programme à la majorité par rapport à la création de logements sociaux. Pour vous, est-ce qu'il y a, je vais être très cash, est-ce qu'il y a une volonté délibérée de ne pas créer plus de logements sociaux? J'espère que non. En tout cas, c'est vrai que le bonnet d'âne, il est justifié quand on voit que la moyenne régionale est de 7% et qu'ici on est à 4,4%. Et donc je crois il ne faut pas se renfermer sur la notion de logements sociaux. Évidemment, on est demandeur, nous, au Parti socialiste, d'en avoir le plus possible. Mais je crois qu'il faut parler de logements accessibles. C'est un vrai drame pour certaines familles qui, à un moment donné, ne peuvent pas permettre de loger leurs enfants à Uccle. Et ça ne concerne pas que les familles précarisées, ça concerne toutes les familles. La crise du Covid a montré que toute une série de familles se sont retrouvées dans une forme de précarité qui leur permet pas d'acheter ou de louer à Uccle. Alors votre proposition, très rapidement. Nous, ce que nous proposons, c'est un guichet unique pour permettre à trouver des solutions originales. Genre de solution originale, favoriser la mixité sociale. Quand nous avons un projet qui est développé, de nouveau, je fais référence au Bourdon avec 400 logements, pourquoi ne pas imaginer que certaines charges d'urbanisme servent justement à consacrer une partie des logements à du logement moyen? C'est déjà le cas. Hein. Oui, non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est très peu le cas. C'est trop peu. Oui. Monsieur Dilliez, est-ce qu'on pourrait mieux utiliser les charges d'urbanisme pour créer des logements moyens ou des logements à finalité sociale? Elles sont déjà utilisées d'une part, mais d'autre part, sur le logement social, on a renforcé les moyens de l'agence immobilière sociale. C'est ce qu'on doit poursuivre parce que ça permet d'abord effectivement de faire sens dans ce qu'est Uccle, parce que Uccle, justement, ça n'est pas une commune lisse. Vous pouvez avoir dans la même rue des personnes avec des moyens extrêmement variés. Et l'agence immobilière sociale, elle encourage cela. Donc ça, c'est un outil qui est très important. Mais ce qui est pour nous très important, c'est de regarder les choses en face et certainement de ne pas bétonner des espaces verts qui sont les jardins de ceux qui n'en ont pas. Et donc ça, c'est selon moi la pire des choses, parce qu'il y a des logements sociaux à Uccle. D'autres sont encore construits à l'heure où nous parlons, mais on y garde une vraie qualité de vie dans des quartiers où il fait bon vivre. Et donc, si on continue dans cette idée au niveau de la région qui consiste à bétonner dès qu'il y a un espace vert, ça n'est pas possible, ça n'est pas acceptable. Et c'est pour cela que vous avez des quartiers de logements sociaux à Uccle qui jouxtent
des logements résidentiels dans des quartiers où tout le monde se sent bien. Et ça, c'est quelque chose de très fragile et qu'on doit protéger à tout prix. Et donc, pas se lancer dans de nouvelles constructions qui consisteraient à bétonner les espaces verts, mais travailler avec les agences immobilières sociales. Quand vous dites dans votre programme, il faut soutenir l'accession à la propriété, ça doit passer par quoi? Les engagés parlent d'une prime, vous parlez de quoi? Il existe déjà effectivement une prime de compensation immobilière liée au précompte immobilier. Mais ce qui est important de rappeler, en tout cas là pour le logement moyen, c'est qu'il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas essayer de raconter aux gens, aux Uclois, que la commune peut tout et doit tout en la matière d'acquisition de logements. Le levier le plus important en réalité, ce sont les droits d'enregistrement. Et là, j'ai bon espoir par rapport à ce qui se discute au niveau de la région, que Bruxelles, qui aujourd'hui a des droits d'enregistrement de 12,5%, puisse s'orienter vers des droits d'enregistrement qui sont plus proches de ceux de la Flandre, qui sont à 3%, et on en parle également en Wallonie. Oui. Alors, Monsieur Wijngaard, quand vous dites dans votre programme, il faut densifier l'offre communale de logement public en activant les dents creuses existantes appartenant à la commune, c'est un levier important, selon vous, pour permettre la création de logements? Combien y a-t-il de dents creuses? Oui, c'est la question que je posais en outre. Il y a l'un ou l'autre site qui est disponible. On ne va pas faire l'inventaire de ces sites ici, mais ce qui est fondamental pour nous, c'est de construire la ville sur la ville, là où ça a déjà été minéralisé, là où ça a déjà été bétonné. Effectivement, il y a des sites qui étaient envisagés pour des projets de logement public, qui sont des zones naturelles, voire des zones inondables. Ça ne nous paraît pas, en 2024, nécessairement très pertinent de retenir ces sites-là. Pour autant, Uccle doit effectivement accueillir de nouveaux logements publics, de nouveaux logements sociaux. C'est le cas à l'heure actuelle. Il y en a de récents chez Alsenberg, au Homborg, il y en a d'autres qui arrivent. D'autres sites doivent pouvoir être envisagés. L'agence immobilière sociale, c'est un bel outil. Les charges d'urbanisme aussi. Pas oublier qu'il faut rénover le bâti existant, c'est fondamental. Et puis on parlait du Homborg il y a quelques instants. Il y a aussi toujours la question du service public, des équipements publics à proximité. Et au Homborg, notamment, il y a la question du commerce de proximité à laquelle il faut apporter une solution prochainement. Parce qu'à l'heure actuelle, les habitants de ce quartier doivent se déplacer en voiture, en transport en commun très longuement avant de trouver un premier commerce. Oui, Monsieur Hayet, rapidement, et puis on parle d'inondation. Moi, je pense que ce serait une erreur de vouloir opposer, comme je l'entends, environnement avec social. Je pense qu'on peut faire des deux à Uccle, avec des rénovations, peut-être d'espace, peut-être avec la mixité dont je vous parlais tout à l'heure. Je pense que l'idée n'est pas de bâtir systématiquement sur des espaces verts. Je m'oppose à cette idée. L'idée de protéger la qualité de vie qui existe en ceux compris dans les logements sociaux. Ça, c'est certain. Ça, on sera d'accord. L'avis du bourgmestre. La qualité de vie doit être protégée pour tous, dans tous les quartiers. Et M. Wijngaard a raison en ce qui concerne le commerce dans le Homborg. Lorsqu'on développe des programmes de logement, il faut aussi penser aux autres fonctions. Une chose, c'est que CityDev, par exemple, propose de développer des programmes de logement moyens sur base de bons antibiotiques de 99 ans. Si on le fait, par exemple, sur les terrains de propriété de la région long de la rue de Bourdon, on crée des logements accessibles à des familles à revenus moyens. Oui, je vous ai vu opiner, M. Mémus. Non, je voulais juste dire qu'il fallait rappeler, mais peut-être qu'on y viendra après, que Uccle est la commune qui a le plus d'espaces verts de toute la région. Et donc il faut évidemment, si on veut créer des logements sociaux en particulier, il faut que ça soit fait de manière concertée et de manière mesurée. On ne peut pas décider comme ça Je sais qu'il y a le projet controversé près de la gare de Calvoute ou Bourdon, je ne sais pas si c'est le même projet exactement, mais il faut concerter et pas construire, comme on l'a vu dans d'autres communes, prévoir de construire des logements sociaux sur des parcs ou des friches. Il faut vraiment une concertation. Et par rapport au Homborg, c'est vrai que ça peut être vu comme un exemple quand même de réussite. Mes neveux sont là à l'école, il y a une belle convivialité, mais il n'y a pas de commerce, donc il y a quelque chose à faire là-dessus. Très bien, on va passer maintenant au volet inondation, si vous le voulez bien, puisque Uccle reste touché par le phénomène des inondations. Dans le bas de la commune, rue Rouge notamment, c'était encore le cas récemment. Les habitants sont un petit peu dépités, comme vous allez l'entendre. Il y a des inondations, d'accord, mais c'est 10%, 20%, 40% en moins, même plus, enfin. Non, on ne peut pas se plaindre. Depuis qu'il y a le bassin d'orage, je trouve qu'il y a quand même une nette amélioration. Malgré les travaux qu'ils ont faits, ici dans la rue, ça ne donne pas le résultat escompté. Non, c'est toujours la même chose. Dès qu'il pleut, ça monte. Et ça vient de l'avenue de Frey, en fait. Parce qu'on voit les vagues qui montent ici. Ils savent ici que c'est une zone qui est compliquée. Donc en fait, le minimum, c'est de sécuriser
tous les citoyens qui habitent dans les environs, parce que avenue de Frey, avenue de Staël aussi, ça a été un enfer pour tout le monde, quoi. Et nous, on n'a pas du tout été épargnés. Et comme le disait une de mes voisines, ça fait 35 ans qu'elle est là et ça n'a pas changé. Alors, Alexandre Meilhus, inévitable, les inondations, comment faire pour les limiter au maximum? Tout d'abord, c'est vrai la transition climatique, le changement climatique, mais aussi le dérèglement climatique, ça ne se décide pas qu'à l'Europe ou au national, ça se décide aussi au communal, dans la vie de tous les jours. Et donc je pense qu'il y a plusieurs choses à faire. Il faut d'abord travailler en termes de prévention. On peut travailler donc sur la perméabilité des sols, on peut travailler sur la verdurisation et la végétalisation de l'espace public et des parcs. Concernant les bassins d'orage, il en existe déjà plusieurs. On peut travailler évidemment à leur entretien, on peut travailler à l'étanchéité des égouts, on peut travailler à l'infiltration de l'eau et la perméabilité des sols. Ça, c'est des choses importantes. Et on peut aussi, comme j'ai dit, en termes de prévention, travailler sur l'éducation, à la sensibilisation des gens, sur, que ce soit à l'école, mais aussi des adultes, sur les comportements à avoir ou les comportements à ne pas avoir. Oui, dans votre programme, vous dites, lors des constructions, une large part des terrains restera perméable. Ça veut dire qu'il faut l'imposer dans les permis, il faut une législation beaucoup plus stricte dans ce domaine? Il faut l'imposer, il faut faire déjà une concertation et une étude. Il faut l'imposer si ça a lieu d'être. On ne va pas imposer cela si ça n'a pas lieu d'être. Donc dans les quartiers sensibles, où on a déjà vu qu'il y avait des inondations, les quartiers comme au bas du parc Lovendal ou dans la rue de Staël, il faut là peut-être aller plus loin et faire une étude et là imposer cette perméabilité lors des constructions. Oui, alors Boris Diliès, on le disait, hein, une des intervenantes le disait, le bassin d'orage a permis d'améliorer les choses. On ne va pas construire des bassins d'orage partout. Comment faire pour à l'avenir limiter au maximum ces risques d'inondation qui vont peut-être se multiplier au vu des orages qui sont de plus en plus violents? Mais là, en l'occurrence, c'est un bassin d'orage de 25 000 mètres cubes qui a été conçu. Vous pouvez garer plusieurs Boeing sous l'avenue de Frey aujourd'hui. Alors, pour autant, quand on dit cela aux personnes qui ont été sinistrées, je comprends qu'ils se disent « ça me fait une belle jambe ». La réalité, c'est que ça reste une vallée, que la situation lors de très fortes pluies reste pour toute une série de personnes vraiment problématique, mais la situation s'est beaucoup améliorée. Pour autant, on a travaillé effectivement avec Vivaqua, qui a par ailleurs fait un très bon boulot à la base, mais qui a reconnu qu'il y avait un problème d'absorption de capacité, puisque c'est seulement lors de ces derniers grands orages, 70% qui étaient absorbés dans un débit, on va dire, correct. Et donc il y a un problème sur ces 30%, et l'objectif avec Vivaqua, c'est précisément d'installer ce qu'on appelle des avaloirs dits tropicaux, qui doivent à ce moment-là absorber l'eau de manière idéale, pour faire en sorte d'ailleurs que ces bassins d'orage atteignent leur capacité maximale, ce qui à ce moment-là devrait sensiblement améliorer la situation, même si vous savez, moi j'ai connu ça il y a effectivement 30 ans quand j'étais gamin, c'était bien pire, mais je suis d'accord, on ne peut pas s'en satisfaire, et c'est pour cela que Vivaqua fait les réglages à l'heure où nous parlons. Oui, Marc Holz, que faire contre les inondations? Est-ce que améliorer le fonctionnement des bassins d'orage suffira? Non, ça ne suffira pas, mais en tout cas pour l'avenue de Frey, ça doit être fait. Dans la vallée de Saint-Job, il faut construire le 3e bassin d'orage que les études hydrauliques de Vivaqua avaient démontré qu'il était nécessaire de réaliser. Alors, on a voté la législature communale précédente, tout un règlement communal unique d'ailleurs en région bruxelloise de gestion de l'eau, pour justement imposer dans tous les nouveaux permis une imperméabilisation des sols. Et il faut effectivement agir pour empêcher cette imperméabilisation des sols, pour les rendre perméables partout où on le peut. Il faut aussi encourager le séparatif eau propre, eau usée, en rejetant chaque fois qu'on peut l'eau à la rivière. Et des travaux sont en cours au travers des différentes majorités. Il y a une politique de continuité en matière de gestion de l'eau qui devrait être poursuivie, quelle que soit la future majorité, parce que c'est crucial pour les habitants concernés. Ouais, Thibaut Weingart, vous parlez aussi dans votre programme de création de zones publiques inondables et perméables. C'est ces fameux jardins de pluie, hein, comme il en existe à Forêt, par exemple. On pourrait en développer beaucoup, selon vous, à Uccle, ces jardins de pluie? Absolument. On a parlé des bassins d'orage, hein, et celui sous l'avenue de Frey, c'est 25 000 m3. Il y avait 17 000 m3 d'eau qui étaient dans le bassin le 9 juillet.
Se dire aussi que cet été, on a connu 2 fois des pluies avec plus de 20 mm en une heure. C'est l'équivalent de pluies qui normalement interviennent tous les 50 ans. Hein. Donc si ça se passe 2 fois en 2 mois, on peut s'attendre effectivement à ce que malheureusement dans les prochaines années, ça s'accélère et à ce que ce soit plus intense et plus fréquent. Et par rapport à cela, il y a les bassins d'orage classiques. Il faudra voir avec Vivaquois dans les années à venir du côté de Cavel et du côté du Bourdon ce qu'on devra mettre en place. Et il y a ce que la commune, ce que les services communaux mettent en place, et ce sont des bassins d'orage naturels où on va envoyer l'eau idéalement en amont pour qu'elle ne termine pas dans l'égout. C'est par exemple ce qu'on a mis en place au niveau du parc Bruckmann, c'est ce qui a été fait à l'étang de pêche de Linkebeek. Il faut faire ça également du côté de Steenveld, Drogenbos. Il y a des projets aussi au niveau du bas du parc de Wolvendal. Et il faudra effectivement accélérer ça dans les années à venir, en sachant que à côté de ça, il faut aussi soutenir les habitants et nous proposons par exemple une prime pour placer des clapets anti-retour chez certains riverains, chez certains habitants. Oui, Bernard Hayette, pour lutter contre les inondations. S'il y a bien une chose pour alléger le débat, que je ne pourrais pas reprocher à la majorité, c'est qu'ils ne sont pas responsables de la pluie. Merci. Mais bon, les inondations sont un problème compliqué en fait. Et donc ça demande l'effort de tout le monde. Je me souviens, quand nous étions en majorité, nous l'avons été à Uccle. Il a plu aussi. Oui, il a plu aussi. Et le problème des inondations se trouvait à la chaussée Saint-Job. Et nous avons décidé, avec M. Martrois-Joly, du groupe MR d'ailleurs, un investissement de 80 millions pour installer et pour régler tous les problèmes chaussée Saint-Job. Il n'y en a plus à chaussée Saint-Job. Et beaucoup moins. En tout cas, oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Tant mieux. Bassin de rage, je vois des inondations, chaussée Drogenbos, etc. Ça, c'est clair. Vous vous souvenez des inondations à la chaussée Saint-Jean. Donc je crois que ça demandera l'effort de tout le monde, de la commune, des citoyens, de la région, notamment au travers de Vivaquois. C'est comme ça qu'on va régler les problèmes d'inondation qui est dans une vallée. Et c'est comme ça. Enfin, je veux dire, c'est une topographie, même 2 vallées. Moi, je suis au Bourdon. Ceci dit, au-delà de ça, je pense franchement qu'on peut améliorer la situation par des mesures parfois simples. Les avaloirs qui doivent être nettoyés, des petites choses simples, les trottoirs qui peut-être peuvent être surélevés. Vous savez, des choses basiques. Ouais. Mais nous devons nous arrêter, vous dépassez vraiment beaucoup le temps de parole. Ouais. Donc terminez très rapidement, s'il vous plaît. Une phrase. Les phénomènes météorologiques, on n'est pas responsable. Mais ça risque de s'aggraver encore avec le temps. Il ne faut pas non plus se cacher la face et se dire que la lutte contre le changement climatique reste quand même une priorité. Alors, on va parler maintenant du stade de hockey. C'est une autre priorité pour certains, une priorité de longue date. On en parle depuis des années. Va-t-il voir le jour et si oui, dans quelles conditions ? Monsieur Diliès, vous y croyez toujours à ce stade national de hockey ou Bien pas? sûr que j'y crois. Quand vous dites ça fait des années, il y a des projets effectivement comme Saint-Jean, pas beaucoup 18 plus ans, anciens. pas 18 ans, pas 20 ans, mais on en parle déjà depuis quelques années. J'ai été voir dans les archives. Voilà, mais moi j'ai lancé le projet effectivement en 2017, en juin 2017 pour être précis. La réalité, c'est que l'idée, ça n'est pas juste de se dire il faut un stade de hockey parce que Uccle est effectivement la capitale du hockey, mais c'est un projet qui doit s'inscrire aussi dans un plus pour le quartier, et notamment par rapport aux aménagements des abords du futur stade, par rapport au commerce local et puis par rapport à l'emploi local. Parce que c'est aussi un quartier où vous avez toute une série de jeunes, pas ou peu qualifiés, qui cherchent des jobs. C'est le site du Zwartebeek. Du Zwartebeek, absolument, sur Uccle Sport. Et l'idée, c'est aussi que ce projet soit pourvoyeur d'emploi local. Oui, alors Marco, est-ce que vous êtes favorable, vous, au développement de ce projet? Oui, c'est un beau projet. Et d'ailleurs, c'est un des projets sur lesquels il y a unanimité au Conseil communal des 5 groupes politiques ici présents. Est-ce que vous ne craignez pas les nuisances pour le quartier? J'y viens, parce que oui. Mais tout d'abord, est-ce qu'il va se réaliser? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Parce il y a que beaucoup de doutes là-dessus. Ça va dépendre du futur gouvernement bruxellois et du futur gouvernement fédéral s'ils vont ou non assurer le financement. Si oui, les travaux pourraient commencer à partir de 2031. Mais d'autre part, on nous avait promis pour les questions de mobilité qu'un parking de plusieurs étages allait être créé au-dessus du parking qui est aujourd'hui à côté des minières, à côté des écoles de formation PME. Or, j'apprends que même un permis d'urbanisme a même été introduit pour créer ce parking sur plusieurs niveaux. Et maintenant, on entend que la région abandonnerait ce parking. Il est indispensable qu'il soit réalisé, là, juste à la sortie de l'autoroute, parce que à pied par la promenade verte, ceux qui viendront en voiture aux événements pourraient effectivement rejoindre le stade de hockey. Si ce n'est pas fait, alors là, les conséquences
conséquences en seraient très graves pour le quartier. Ouais, une réponse rapide, ce projet de parking, il est à l'arrêt pour l'instant. On en a besoin pour l'instant. Vous savez qu'il y a des discussions à la région où la majorité précédente laisse une ardoise de 2 milliards d'euros. Donc je sais que la situation budgétaire est difficile. Pour autant, ça fait partie des projets que j'ai l'intention de continuer à défendre pour Uccle, qu'il s'agisse du parking ou qu'il s'agisse du stade de hockey. Alors, Monsieur Meilloux, c'est ce que... On est en faveur du stade, mais ça doit se faire évidemment dans une certaine rigueur budgétaire, en tout cas au niveau uclois. Et donc, parce que Uccle, on l'a dit, est des capitales ou la capitale du hockey avec tous nos clubs et nos talents. Et donc, on a le droit de se doter d'infrastructures pour que la commune rayonne au niveau de la région, mais aussi au niveau national. Donc, c'est un projet qu'on soutient, mais tout ça doit se faire avec une concertation. Oui, comment on fait pour qu'il s'intègre au quartier? Il faut donc évidemment demander aux riverains, aux voisins, comment ça peut se produire. Il faut faire une étude aussi de mobilité, une étude de stationnement. Donc il ne faut pas que ça soit fait sans concertation, avec un gigantisme et que ça soit imposé de manière unilatérale. Il faut vraiment une réflexion et un projet avec une vision. Donc là, on le soutiendra, oui. Oui, alors si j'ai bien lu, et vous me corrigerez si nécessaire, on parle d'un stade de 5000 places avec une capacité de 10 000 places. 5 à 7 000. 5 à 7 000. Monsieur Weingart, vous y êtes favorable également. Et que dire à Monsieur Coles par rapport aux nuisances qui risquent d'y avoir dans le quartier? Ça paraît presque inévitable, les jours de match. J'y suis évidemment favorable puisque j'y ai consacré énormément de temps au cours des dernières années et je me réjouis du fait qu'il y a effectivement une unanimité des formations politiques à Uccle et qu'on a été entendu à la région fédérale. C'est évidemment un enjeu de savoir si les futurs gouvernements débloqueront les moyens budgétaires complémentaires nécessaires pour la réalisation de ce projet. Je voudrais aussi me réjouir de l'excellente collaboration avec la Fédération belge de hockey et puis du rôle moteur de Belle Iris sur ce dossier. Alors évidemment, il y a Monsieur Coles semblait mettre des doutes sur la réalisation de ce stade. C'est ce que je disais il y a un instant. Il faudra voir d'un point de vue budgétaire les moyens qui pourront être dégagés par les gouvernements à venir. C'est sûr que ce n'est pas la commune d'Uccle sur ses fonds propres. Nous, on met le terrain à disposition. Comme l'a dit M. Dilliez, je le rejoins là-dessus, c'est important que le projet s'intègre dans le quartier, qu'il puisse bénéficier, qu'il y ait des espaces aussi qui soient à disposition du quartier, que ce stade vive tous les jours, qu'il y ait des entraînements, que les clubs uclois en profitent, c'est fondamental aussi, qu'il soit à la pointe sur le plan énergétique, environnemental. Tout ça, ce sont des points d'attention pour ce projet, mais effectivement, on aura probablement des clarifications dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ouais, je vous vois opiner, vous y croyez encore, Oui, parce qu'étant joueur de hockey, j'y crois, mais je suis d'accord avec le cahier de charge, on peut dire, que M. Weingart vient de présenter. Ouais. Alors je voudrais vous faire réagir à un autre projet, c'est celui qu'on trouve dans votre liste, Monsieur Dilliez. C'est la fameuse création de cette piscine naturelle derrière l'Institut Pasteur. Vous dites dans votre programme qu'un bureau d'études va être désigné pour procéder aux études de faisabilité. C'est nécessaire à cet endroit-là, une piscine naturelle? Alors d'abord, je vous confirme qu'il y a effectivement que nous avons voté notre dernier budget où dans le programme d'investissement, il est précisé un montant pour cette étude par rapport à ce projet de piscine naturelle. Mais la réalité, c'est que vous avez un site qui est le site de l'Institut Pasteur. Vous avez 10 hectares d'espace vert. Au-dessus du plateau Engeland. À proximité du quartier du Homborg. Aujourd'hui, totalement inaccessible au public. Donc, totalement inaccessible au public depuis toujours. Ça fait des années qu'on se dit qu'on peut peut-être l'ouvrir. L'idée, c'est de rendre cet espace vert magnifique accessible au public et d'y intégrer effectivement une piscine naturelle publique parce que c'est un quartier qui pourra en bénéficier et c'est un projet qui est extrêmement porteur et qui en plus s'intègre totalement dans l'environnement. Alors est-ce que vous vous y retrouvez dans ce projet, Monsieur Meilloux? On se pose la question de savoir si c'est une vraie priorité. Est-ce qu'il ne faudrait pas travailler plutôt d'abord sur la sécurité, la propreté, l'entretien des voiries? Après, il faut voir aussi d'un point de vue budgétaire, qu'est-ce que cela implique. Vous dites que ça a été voté. Il y a une étude qui a été votée. Oui, bien sûr. Maintenant, soyons clairs, nous avons l'intention avant tout aussi d'offrir un espace vert supplémentaire aux Uclois. Aujourd'hui, c'est un espace complètement inaccessible. Donc, Moi, dubitatif. J'attends de voir le projet de manière plus concrète ou avec plus de chiffres ou plus d'impact que ça pourrait avoir avant de me prononcer. Là, je me pose la question, est-ce que c'est la vraie priorité? Si c'est démontré que oui, alors on le soutiendra. Oui, alors Monsieur Coles, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette piscine naturelle et de la création de ce nouvel espace vert? Je suis très sceptique. La province de Brabant flamand, en 2022, a fermé la piscine naturelle
qu'elle avait à Heusingen, alors qu'elle a fait un investissement important pour cette piscine, parce que les coûts de fonctionnement étaient trop importants. Donc si on veut aller de l'avant dans ce projet, il faudra faire une étude de faisabilité, à la fois sur les questions de transport, parce que c'est très isolé, notamment très peu accessible en transport en commun, sur les questions financières. Et pour nous, il y a d'autres priorités, y compris en matière d'infrastructures sportives. Il faut par exemple construire une salle omnisport supplémentaire. Ça manque. Toutes les salles omnisport sont overbookées aujourd'hui à Uccle. Il faut aussi rénover les salles de sport du Globe et l'avenue Post-Roban qui sont en très mauvais état. Pour nous, c'est beaucoup plus prioritaire et beaucoup plus urgent que cette piscine. Et nous craignons que si on ne fait pas l'analyse financière correcte, mais que cet investissement et d'autres aient des conséquences un jour pour les contribuables uclois. Alors, Monsieur Hayet, votre avis sur le sujet, est-ce que vous investiriez plutôt là-dedans ou alors dans le renforcement des autres infrastructures sportives? Moi, je crois qu'il y a effectivement un manque d'infrastructures sportives à Uccle et qu'il faut les renforcer. Si maintenant cette piscine peut apporter un bien-être aux habitants de Homborch, nous sommes favorables évidemment. Il faut voir, comme M. Cole se signale, la faisabilité, les coûts, voir comment. Je ne suis pas certain que dans l'état actuel des choses, ça soit une priorité des priorités. Alors, Monsieur Weingart, et vous, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que Boris Diliès pour l'ouverture de ce site déjà et puis la construction de cette piscine naturelle? Pour l'étudier finement, sérieusement, dans le détail, parce qu'effectivement, il y a des questions qui se posent en termes de mobilité. C'est un site qui avait aussi été envisagé pour le Stade national de hockey et n'avait pas été retenu précisément pour les questions de mobilité. Donc ça, c'est un aspect, évidemment, qui devrait être approfondi. Il y a la question de la présence de zones Natura 2000 à proximité. Donc il faudra voir aussi ce que l'on peut faire de ce point de vue-là. Et si la piscine devait voir le jour, il y a évidemment un enjeu qui est un enjeu majeur, qui est celui de l'accessibilité du site, que ce soit aux citoyens, aux riverains du quartier, aux Uclois en général. Quelle tarification, quelle accessibilité, ça pour nous c'est un point tout à fait central. Pour vous, ce financement doit être pris en charge totalement par la commune d'Uccle. Mais donc de nouveau, ceci doit être affiné, le plan financier, et à ce moment-là, on pourra évidemment se positionner de manière plus affirmative dans un sens ou dans un autre. Simplement rebondir rapidement sur les interventions précédentes. Effectivement, les infrastructures sportives à Uccle, il faut investir et il faut en créer de nouvelles. Nous souhaitons créer une nouvelle salle au Bourdon. Et par ailleurs, en ce qui concerne la salle Stroban, la rénovation est lancée. On attend le permis d'urbanisme et les travaux devraient débuter l'année prochaine. Oui, alors Monsieur Diliès, un mot d'abord sur le financement. Est-ce que ça serait pris en charge à 100% par la commune d'Uccle? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités en matière sportive? Vous êtes en avance sur le temps de parole, donc je vous demanderai d'être bref. D'accord. Simplement, sur le financement, en réalité, l'objet, c'est d'avoir un partenariat public-privé. Moi, je ne regarde pas uniquement ce qui n'a pas fonctionné, mais je regarde aussi ce qui a fonctionné. Donc, j'invite mes collègues à voyager un tout petit peu, pas très loin, en France, sur des modèles identiques qui fonctionnent très bien. Ensuite, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse s'opposer au fait déjà d'ouvrir un espace vert inaccessible au public demain. Et vous savez, j'ai porté beaucoup de projets pour Uccle qui aujourd'hui fonctionnent parfaitement. Même les 10 km d'Uccle au début ont été critiqués. Les gens qui effectivement n'ont pas de projet trouvent toujours des problèmes à tout projet. Alors Monsieur Cole, partenariat public-privé, est-ce que ça vous séduit plus? Souvent, les partenariats publics-privés, c'est le pot de terre contre le pot de fer et souvent le privé tire la couverture à lui. Mais ce n'est pas à exclure. Mais de nouveau, c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, on nous parle d'un projet dont nous ne savons pas combien il va coûter, comment va se faire l'accessibilité. Si on veut aller de l'avant, il faut faire une étude de faisabilité complète. Et là, je rejoins ce qu'a dit M. Weingart. Oui, d'accord. Enfin, en tout cas, on n'a pas cette étude aujourd'hui. Donc, on verra, quand on aura les conclusions de l'étude, si c'est faisable ou pas faisable. Mais en tout cas, ce n'est pas une priorité. Ouais, mais la question, c'est de dire ce que disait M. Diliès. On a des projets, on va faire en sorte, on est ambitieux. Tout le vous monde en pensez quoi? a des projets. J'en ai d'ailleurs réalisé beaucoup par moi-même, y compris la construction de nouvelles écoles à Uccle ou les rénovations d'écoles. Mais est-ce que ce n'est pas prioritaire de faire de nouvelles crèches, par exemple? Enfin, on peut débattre des priorités. En tout cas, pour nous, ce n'est pas ce qui est le plus prioritaire. C'est très clair. Et je crois pas que l'espace vert me semble positif. Mais on peut ouvrir les espaces verts sans créer une piscine, Monsieur Diliès. C'est ce que j'ai dit. Faut pas jusqu'à présent, vous n'en aviez rien fait. Oui. Je crois être dans l'opposition depuis 6 ans. Oui, mais vous avez été en charge de ces matières pendant 30 ans et la régie foncière n'a pas bougé et ce site est resté fermé au public. Mais c'est faux. Il est ouvert au public, le site, Monsieur Cole? Je dis simplement que nous étions dans la majorité ensemble, Monsieur Diliès, et que j'ai fait des démarches auprès de la régie des bâtiments qui a toujours refusé. Et je dis même que j'avais proposé qu'on élabore un plan particulier. Moi, j'ai fait ces démarches et la régie foncière a donné un feu vert. Oui, Monsieur Willis. Et vous étiez le bourgmestre quand j'étais à la fin de la législature précédente.
Ouais. Juste pour avoir une époque de ma vie vécue dans le quartier, c'est vrai que c'est triste que tous ces espaces soient fermés et inaccessibles. Quand on est voisin, c'est particulier, c'est dommage. Donc le fait de l'ouvrir au public et d'en faire un espace vert, c'est une bonne chose. Après, en faire une piscine ou pas, ça c'est encore à réfléchir et étudier. Donc on reste sceptique, mais on n'est pas opposé. Donc si c'est bien présenté, bien réfléchi, on soutiendra le projet. Ben on verra l'avenir de ce projet. On se retrouve dans 6 ans pour voir s'il a avancé. Mais on en reparlera dans 6 ans, quoi qu'il en soit, dans un débat électoral, quelle que soit l'issue de ce projet. Merci en tout cas d'être venu débattre avec nous. Merci à Jim Moskowitz qui a préparé le débat avec moi. Demain, on part dans un autre coin de Bruxelles. On va à Gansoren. Très bonne soirée à tous.